suis ravi du coup de présenter également cette dernière table ronde conclusive intitulée « De la théorie à l'action, quelles conditions pour que l'apprentissage perdure ?» Vous l'aurez assez rapidement compris évidemment compte tenu du titre. L'idée de cette table ronde est d'essayer d'identifier s'il existe des bonnes pratiques, des méthodologies, oui je vous en prie, des méthodologies, des outils qui puissent faciliter la mise en pratique de ce qui a été appris en formation et plus généralement des manières de positionner la formation au sein de nos modèles organisationnels. Ça a été déjà en partie évoqué dans la table ronde précédente afin que cette formation serve l'action. Cette table ronde sera donc l'occasion de se pencher sur les différents types d'évaluation d'impact de la formation sur nos pratiques professionnelles, individuelles et collectives, ainsi que sur la manière dont ces évaluations permettent en retour de repenser les dispositifs et la place de la formation. Et donc pour aborder tous ces points, nous avons à nouveau 4 intervenants que je vais vous présenter donc évidemment dans l'ordre. Thierry Ardouin, bonjour. Vous êtes professeur des universités en sciences de l'éducation et de la formation à l'université de Rouen en Normandie. Vos travaux de recherche et vos enseignements portent notamment sur la formation des adultes, la professionnalisation, l'évaluation, l'ingénierie et le conseil en formation. Autant de thèmes sur lesquels vous intervenez auprès d'organisations publiques, privées. Et vous êtes par ailleurs auteur ou co-auteur de plusieurs manuels de référence, dont l'audit de formation et ingénierie de formation paru chez Duno respectivement en 2009 et 2023. Merci de vous être déplacé depuis votre université sur Paris. Vous serez accompagné à votre gauche de Valérie Navelou. Merci d'être présente parmi nous. Après de premières expériences dans le secteur privé et syndical, vous rejoignez en 1999 la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle où vous occupez plusieurs postes à responsabilité, notamment celui de chef du bureau emploi compétences. En 2011, promu administratif de l'État, vous intégrez le ministère des Armées que vous ne quitterez plus, où vous exercerez là aussi plusieurs postes, notamment ceux d'adjointe au sous-directeur dans les fonctions achat, puis RH, de directrice de projet formation, puis à compter de 2023, de sous-directrice de la conception et de la conduite des politiques RH. Merci beaucoup. À votre gauche, Mathieu Labousse, bonjour. Vous avez débuté votre carrière en tant qu'enseignant en économie-gestion avant de devenir inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional. Depuis 2022, vous êtes inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. Et à ce titre, vous êtes l'un des co-auteurs d'un rapport IGAS-IGESR consacré à la qualité de la formation professionnelle publié en 2004, dont vous nous parlerez un petit peu aujourd'hui. Merci beaucoup. Et puis enfin, Dorothée Cavigno-Brosse, bonjour. Vous débutez votre carrière dans le monde de l'audit et de la finance avant de vous réorienter progressivement vers les métiers de la formation, notamment au sein de l'université du groupe Crédit Agricole, l'IFCAM, d'abord en tant qu'ingénieur pédagogique, puis en tant qu'ingénieur formation expérience apprenant, avant de devenir en 2023 responsable de recherche au sein du laboratoire innovation R&D de l'IFCAM. Vous êtes par ailleurs cofondatrice de l'association Cercle APE Apprendre Ensemble, qui est une organisation qui réfléchit, si j'ai bien compris, à des méthodes pédagogiques innovantes et chargée d'enseignement en sciences de l'éducation et de la formation à l'université Paris-Nanterre. Merci également de vous être joint à nous. Alors, vous l'aurez compris, nous passons aux questions WooClap et pour conclure la conférence, enfin la dernière table ronde, non pas une, mais 2 questions vous sont posées. Si en régie, on peut les afficher. Donc la première, selon vous, qu'est-ce qui favorise le passage à l'action après la formation ? Et une autre question, la formation tournée vers l'action, c'est point d'interrogation. Voilà, ça permettra d'avoir quelques éléments conclusifs pour cette journée et voir si la salle est en accord avec les intervenants. Merci beaucoup. Alors, pour débuter donc cette table ronde, je me tourne vers vous, Thierry Ardouin. On l'a vu, il existe de nombreux dispositifs d'évaluation de la formation.
J'imagine que dans la salle, les termes sont connus, d'évaluation à froid, d'enquête de satisfaction, de système de notation, qui permet de collecter les avis des apprenants. Généralement, dans ces questionnaires, dans ces enquêtes, qu'est-ce qu'on réussit, qu'est-ce que les organisations réussissent à attraper, à appréhender, et est-ce que ces dispositifs sont faciles à interpréter pour les organismes de formation? Tout d'abord, bonjour à tous et merci effectivement de cette invitation et de partager ces moments d'expérience, d'échange et de réflexion en tant que tel. Alors, pour répondre à votre question, merci de cette question large, mais qu'on avait quand même aussi anticipé certaines choses. Je vais revenir, me permettre quelques rappels sur effectivement les différents niveaux d'évaluation en vue de se dire mais qu'est-ce qu'on attrape et de ce qu'on attrape, qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc, on connaît tout cela, mais ça me paraît intéressant de le reprendre aux quatre niveaux d'évaluation. Donc l'évaluation à chaud, l'évaluation d'information, l'évaluation de satisfaction, l'évaluation, certains disent du chaud. Donc ce premier niveau d'évaluation, l'évaluation à chaud, évaluation de satisfaction, ce qu'on va attraper, ça va être des avis, des ressentiments, des perceptions et des retours en direct de ce qu'on a vécu. Donc ça va être des éléments qui sont de l'ordre du perceptif. Donc on verra ce qu'on pourra en faire. Deuxième niveau, c'est effectivement l'évaluation pédagogique, où là, ce qu'on va attraper, ce sont les dimensions des acquis, les connaissances, les savoir-faire appris et qu'on va pouvoir chercher à mettre en œuvre. Donc là, on est sur l'évaluation pédagogique, évaluation des acquis. Troisième niveau, on est sur l'évaluation des compétences. Et là, ce qu'on va attraper, ce qu'on va chercher à attraper d'ailleurs, plus on va chercher à l'attraper qu'on va réellement l'attraper, c'est effectivement la mise en œuvre effective des compétences. C'est-à-dire la mise en œuvre effective des savoir-faire opérationnels validés en situation. Quelqu'un parlait tout à l'heure de définition, une courbe de la compétence, c'est savoir-faire opérationnel validé en situation. Donc ça, c'est ce qu'on va chercher à attraper. Et c'est effectivement, ça a été très justement dit précédemment, si on ne permet pas la mise en œuvre, on ne pourra pas voir si c'était mis en œuvre. C'est peut-être d'évidence, mais effectivement, je rejoins tout à fait Serge, je crois, qui nous reprenait ce point-là. Et quatrième niveau, c'est effectivement l'évaluation des impacts. L'évaluation des impacts directs et indirects de la formation. Impact en termes économiques, financiers, en termes de gains ou de pertes, en termes de réalisation écologique, par exemple, dont on parlait tout à l'heure. Donc là, on est sur des dimensions beaucoup plus sur le long terme. Autant l'évaluation à chaud, donc du chaud, entre guillemets, on est dans l'évaluation directe et en court terme, de même que les dimensions pédagogiques. Sur l'évaluation des compétences et l'évaluation des impacts, on est sur du moyen et long terme. Donc on ne va pas attraper la même chose. Et pour ce faire, on a un ensemble d'outils, termes génériques. Ça peut être effectivement un questionnaire de satisfaction. Alors certains se disaient, mais comme il sert à peu de choses, il faudrait l'enlever. Pour ma part, je pense que c'est un indicateur, c'est un moyen de relever ou révéler des situations de tension, des situations d'incompréhension, des situations de dysfonctionnement, ou au contraire que tout va bien et qu'il est important de continuer. Donc des questionnaires d'évaluation, directement, en ligne, a posteriori. Évaluation pédagogique, là on a toute la palette du quiz, de l'étude de cas, de la mise en projet, du questionnaire, de l'examen, etc. etc. L'évaluation en situation d'évaluation de compétences, et c'est là où ça devient effectivement plus compliqué. Si les managers, l'encadrement n'est pas associé, comme ça a été dit précédemment, à la mise en œuvre et au départ de la formation, quel retour pourra-t-il faire ? Et encore, là, on peut être sur des retours effectifs de savoir-faire en situation. Et donc on peut mettre en situation, évidemment, sous contrôle, selon qu'on pilote un avion, une locomotive, ou qu'on ait à vérifier un tableau Excel. Je n'ai rien contre les tableaux Excel, même si je ne suis pas à l'aise, mais on peut là du coup avoir des aspects
plus je dirais des mises en situation plus réalisables. Hein. Donc là, tout dépend effectivement de la place du manager, de l'encadrement et de ce qu'il a anticipé du retour de l'apprenant. Et là, il y a effectivement mise en situation, travail avec les pairs, tutorat, mentorat, tous les cas de figure dont on a pu parler précédemment. Et sur l'évaluation des impacts, et là, ça devient beaucoup plus délicat, parce qu'effectivement, et on a eu bien l'exemple tout à l'heure, c'est la question de la transition écologique, comment allons-nous mesurer un impact à moyen et long terme d'une formation à court terme, enfin sur un temps dédié, dont on n'a pas forcément les indicateurs sur ce qu'on va mesurer par la suite. Donc là, ça veut dire qu'on va mesurer des impressions, des sentiments, des retours en situation territoriale, ou dans les collectivités, ou dans des associations, ou dans des organisations, mais sans qu'on ait des indicateurs qui étaient posés en amont. Le risque étant aussi que si on a des indicateurs posés en amont, on le sait bien en évaluation, dis-moi ce que tu évalues et je te dirai comment je vais répondre. Si on pose des indicateurs, on va chercher à répondre à ces indicateurs. Combien de participants, combien de réalisations, etc. etc. Vous m'arrêtez si je suis trop loin. Donc on a un ensemble d'outils. Deux points pour répondre aussi à la deuxième dimension. Quel retour sur les organisations? Alors, il y a quelques aspects de ce rappel. C'est, on l'a vu, l'efficacité de l'évaluation est inversement proportionnelle à sa faisabilité. D'après-midi, c'est bien ça. Donc l'efficacité de l'évaluation est inversement proportionnelle à son efficacité. C'est-à-dire que mettre en œuvre un questionnaire de satisfaction en fin de formation, c'est assez facile, c'est faisable. Par contre, son efficacité est limitée. Ressenti, retour, premier point de compréhension ou de vérification logistique, thématique, d'intervenants, etc. Par contre, mettre en œuvre une mesure d'impact sur des aspects sociétaux, c'est éminemment complexe. Ce n'est pas impossible. Mais on demande à la formation, ou plutôt on demande d'avoir des résultats sur la formation sans se doter d'outils. Alors qu'on sait faire. Il y a parmi vous et dans les intervenants autour de la table mais précédemment, qu'on veut faire une mesure d'impact publicitaire, on se donne les moyens avec des focus group, avec des questionnaires sur 30 000 ou 50 000 personnes, avec, etc. Tout ça pour vérifier qu'à la fin, en termes d'impact publicitaire, c'est que quand il y a la publicité, on sait que les gens achètent, plus ou moins, mais on ne sait pas si c'est la publicité qui fait agir, mais on sait que s'il n'y a pas de publicité, ils achètent moins. Donc, le mesure d'impact, vous voyez, avec tous les outils qui ont été mis en œuvre. Hein, et donc, on est un peu là-dessus dans la formation. Donc, point important, effectivement, on regarde de ces 4 niveaux, c'est que, et on retrouve la discussion de l'élément de Olivier Lasvernias ce matin, entre utilité et faisabilité. Donc, essayer de doser entre utilité et faisabilité. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est effectivement travailler avec le maximum d'acteurs. Ça a été dit effectivement précédemment sur la table ronde des interventions. Travailler avec le maximum d'acteurs, travailler avec ces acteurs. Et chose qui se développe autour de la question de l'évaluation en formation, plutôt de travailler sur le retour sur les attentes, hein, plutôt que de retour sur les investissements. Est-ce que si on met X milliers d'euros, X heures de formation, quel va être l'impact effectif à long terme? C'est extrêmement difficile à remesurer. Par contre, si on veut que les acteurs à tout niveau puissent s'engager, évidemment, revenir sur l'évaluation des attentes. Et donc, évaluation des attentes des participants, évaluation des attentes des managers dans l'encadrement, évaluation des attentes du politique. Et là, on retrouve, ce qu'on pourrait développer peut-être tout à l'heure, justement, toutes ces mises en tension, hein, ça a été dit ce matin, question de tension, un élément de contradiction. Tout le travail, effectivement, de la formation, ça va être à la fois, comme on le dit, hein, en formation directe, en présentiel, mais aussi en organisation, ça va être de gérer des frustrations. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre, effectivement, au regard des situations. Donc, c'est utiliser le maximum d'outils, questionnaires, quiz, mise en situation, études de cas, éléments de management, éléments de ressources humaines, et fédérer, soit par rapport avec un groupe pilote, un groupe de pilotage, pardon, pas un groupe de pilotage, ou le responsable formation ou l'ingénieur formation qui va donner à voir, hein, rendre visible et lisible cet ensemble d'évaluations.
Merci beaucoup pour ce panorama déjà très complet et cette belle introduction pour cette table ronde. Dorothée Cavigno-Broche, je me tourne vers vous. Thierry Ardant parlait notamment des attentes des formés. Vous avez, et Olivier Lasvernias a évoqué ce matin votre travail sur l'expérience apprenant. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Comment elle est liée à l'évaluation de la formation au sein de l'IFCAM et comment vous capitalisez dessus, notamment pour améliorer vos formats pédagogiques, si on a bien compris. Oui, bon. Donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de m'accueillir ici aujourd'hui. Je vais donner quelques éléments de présentation de l'IFCAM, peut-être pour situer d'où je parle. Donc l'IFCAM, c'est l'université du groupe Crédit Agricole. Donc, on a vocation à être une université universelle, au sens où on forme tous les collaborateurs du groupe, y compris donc les managers et les dirigeants. On a également un CFA qui fait partie de notre périmètre. Et puis, on forme également nos élus en tant que groupe mutualiste. En termes, je vais aussi vous donner, donc en termes de domaine, c'est pareil, on couvre à peu près tous les domaines. Bien sûr, les domaines de la banque, de l'assurance, de l'immobilier, et puis tous les domaines qu'on a évoqués tout à l'heure avec des plans de formation transversaux sur différents enjeux qui déclinent les orientations stratégiques du groupe. En quelques chiffres rapidement aussi. Donc à l'IFCAM, on est 184 collaborateurs. Donc on a de la chance, on a des ingénieurs pédagogiques qui travaillent avec nous pour faire de l'ingénierie. On a près de 50 ans d'expérience, d'existence. On a, alors je ne vais peut-être pas donner tous les chiffres, mais alors on travaille avec des formateurs occasionnels, qui sont nos formateurs experts dont on a déjà un peu parlé aujourd'hui, et qu'on forme aussi à la pédagogie. On réalise beaucoup d'activités distancielles, parce qu'en 2023, 81% de notre activité a été réalisée en distanciel. Et puis, allez, un dernier chiffre, on a 175 000 utilisateurs sur notre plateforme e-learning, où sont inclus tous les collaborateurs et les personnes que j'ai citées précédemment. Alors, sur l'expérience apprenant. L'expérience apprenant, en fait, on a commencé à s'y intéresser au moment où on a déménagé. On a déménagé de Paris vers Montrouge et on s'est dit que c'était une bonne occasion, un déménagement pour innover et notamment pour accompagner nos formateurs à des nouvelles modalités pédagogiques. Ensuite, l'expérience apprenant, elle est venue de différents constats et notamment d'un certain nombre de paradoxes. Le premier paradoxe, alors attendez, je vais tourner mes feuilles et j'ai besoin de mes notes. Mais bon, sinon je vais y aller de mémoire. Le premier paradoxe, c'est que l'apprenant, il peut être perçu comme un consommateur qui zappe, qui veut aller vite, etc. Et en même temps, on lui demande de se former tout au long de sa vie. Et puis surtout, ce qui est paradoxal avec tout ça, on l'a un petit peu abordé ce matin, mais c'est qu'apprendre, ça demande du temps. C'est pas instantané. D'où la logique de parcours qu'on a évoquée. Et puis, ça demande des efforts. Malheureusement, même si on essaye de viser le flow, la gamification, etc., s'il n'y a pas d'effort, c'est quand même plus compliqué d'apprendre. Le deuxième paradoxe, c'est que finalement, on veut que notre apprenant il soit autonome. Donc, on va lui donner plein de ressources pour qu'il s'auto-forme. Et malheureusement, l'autonomie, ça s'accompagne. C'est pas une évidence. Ensuite, on a un autre paradoxe qui est que on nous demande aussi, en tant qu'apprenant, de se former de plus en plus vite. On a une obsolescence des connaissances qui est de plus en plus rapide. Et pourtant, on a vu ce matin, notre attention et notre mémoire de travail sont limitées. Voilà, donc un certain nombre de paradoxes qui pour nous sont des défis, ont été des défis donc, qu'on a appelés les défis de l'expérience apprenant. Le premier défi, c'était finalement comment faire passer, nous, le regard que l'on porte sur nos apprenants et eux, le regard qu'ils portent sur eux-mêmes, les faire passer de cette logique de consommation, qui finalement est assez antinomique avec la notion d'apprentissage, donc de faire passer nos apprenants de consommateurs à des apprenants. Deuxième défi, ça a été aussi de se dire que donc on comprend l'apprenant, il est situé, il est dans un contexte, il a des particularités, une histoire. Hein, on l'a un petit peu abordé ce matin, mais il y a la dimension effectivement cognitive, mais il y a toute la dimension socio-historique de l'apprenant qui est à prendre en compte. Et en même temps,
les entreprises ou les organisations, elles ont des enjeux qui sont un petit peu à industrialiser. Donc, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Donc, comment concilier finalement la singularité de l'apprenant et de sa manière d'apprendre avec les enjeux de déploiement de formation? Et enfin, le dernier défi, c'était de créer cette fameuse tension d'engagement, tension créatrice, et de donner envie à nos apprenants de revenir en formation. Alors, comment on a fait pour travailler donc, vous voyez, on a travaillé d'abord sur des défis, des constats, et de manière très opérationnelle. En même temps, c'était aussi le début donc, des démarches, enfin d'une plus grande diffusion des démarches UX, qui venaient notamment de l'informatique, et également des démarches participatives qui viennent, elles, plutôt de la fonction publique, où finalement on implique les usagers dans la formation. Donc on s'est dit comment intégrer tout ça. Et on s'est dit aussi que la formation, c'était un peu compliqué par rapport à la notion d'usager. C'est qu'on avait plusieurs usagers dans la formation. On n'a pas que les apprenants, on a aussi les formateurs. Donc ce double enjeu-là, comment l'intégrer dans notre démarche expérience apprenant. Fort de tout ça, je passe les détails parce que sinon je vais dépasser mon temps. On a construit des outils méthodologiques pour accompagner finalement cette prise en compte de l'apprenant dans notre ingénierie et de développer ce qu'on appelle le Learner Experience Design. Donc c'est l'ingénierie centrée utilisateur-apprenant, ce dont a parlé aussi Olivier ce matin. Pour déployer ces formes d'ingénierie, donc on a construit des outils méthodologiques qui ont été élaborés à partir d'enquêtes terrain. Donc une enquête diffusée pendant la pandémie auprès des pratiques de formation de nos apprenants pendant la pandémie, des enquêtes qualitatives. Ensuite, cette grille, elle a été co-élaborée avec des apprenants, des ingénieurs pédagogiques, des chargés d'innovation. Et progressivement, notamment avec le développement de l'activité recherche et développement, donc création de ce pôle d'activité en 2023, on s'est dit, bon voilà, on met en œuvre des outils méthodologiques, on essaye de développer de l'ingénierie dans laquelle on implique nos apprenants, mais finalement, qu'est-ce que ça donne ? Donc là, dans des démarches structurées de recherche, on a déployé notamment une grande enquête auprès des apprenants de dispositifs certifiants. On a eu un taux de réponse très élevé de 30%, ce qui correspondait à peu près à 1080 apprenants, sur un questionnaire qui faisait quand même 130 questions. Voilà. Donc avec des variables à la fois de contexte de formation, des dimensions spécifiques, notamment sur les préférences d'apprentissage des personnes. On leur a fait passer bien sûr l'échelle d'apprenance. Alors on n'a pas trop parlé encore d'apprenance, mais voilà, aussi, j'ai oublié de le dire en me présentant. Donc moi j'ai été formée par Philippe Carré. Donc je viens de l'école de l'apprenance. Donc l'apprenance, c'est la disposition d'un individu à apprendre et ça suppose tout un tas de conditions. Donc on a fait passer cette échelle-là et puis donc on a mesuré, on a essayé de mesurer les différentes dimensions de l'expérience apprenant qui comportent à la fois des dimensions qui portent sur l'ingénierie, la stratégie pédagogique, les formateurs, leur pédagogie, l'utilité de la formation. Enfin voilà, tout ceci se compose de 70 questions. Donc on a, sur nos 1000 apprenants, on a essayé, donc on a travaillé avec des statisticiens et on a fait ce qu'on appelle des clusters. Donc on a défini finalement des catégories de population par rapport à cette expérience apprenant. Et on a voulu, donc j'en viens à l'évaluation, on a voulu voir s'il y avait un lien entre l'expérience apprenant et le transfert. Le transfert était questionné à travers le fait que les apprenants donc, de ces dispositifs certifiants mettaient déjà, donc c'est des dispositifs qui sont longs, qui s'étalent dans la durée, donc les apprenants peuvent déjà avoir mis en œuvre des choses dans leur travail, donc ils sont capables de dire s'ils mettent en œuvre ou pas. Donc on a posé des questions sur le transfert. Et en fait, on était très agréablement surpris. Alors on avait cette intuition que meilleure était l'expérience apprenant, plus on avait des chances d'apprendre et donc de transférer, hein, parce que forcément pour transférer, il faut avoir appris. Le transfert étant la remobilisation des acquis de la formation dans le travail. Et en fait, on a réussi à démontrer que... alors attention, parce que c'est à l'envers. Donc, moins bonne est l'expérience apprenant, plus la probabilité de non transférer est élevée.
On ne s'est pas donné le mot avec Thierry, mais on aime bien comme ça les petites, les petites comme ça, énigmes. Donc voilà, donc en fait, on a la démonstration sur cette population-là, sur 3 dispositifs diplômants, qu'il y a un lien direct de causalité entre le niveau d'expérience apprenant et le transfert dans le travail. Alors pour nous, c'est hyper important, c'est hyper intéressant, parce que ça veut dire que tout le travail qu'on mène depuis 2018 sur la construction de nos outils méthodologiques, etc., ben, on se rend compte qu'ils ont une portée en termes d'ingénierie. Donc par rapport à votre question sur comment on intègre ces résultats sur l'ingénierie, en fait, les résultats de l'enquête, comme on a des questions très précises à la fois sur les modalités d'interaction, la pédagogie, etc., ont été restitués aux ingénieurs pédagogiques qui intègrent au maximum, parce qu'en ingénierie pédagogique, on le sait bien, il s'agit d'optimiser les contraintes. Et donc, on essaie de croiser les contraintes des apprenants, les contraintes financières, les contraintes du commanditaire pour en faire une ingénierie la plus performante possible. Et donc, voilà, on a livré nos résultats et donc les équipes pédagogiques travaillent sur des nouvelles maquettes, des nouvelles montures pour réintégrer finalement les axes d'amélioration qu'on avait identifiés dans l'ingénierie. Voilà, je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps ou pas, mais non, bah c'est bon. Comme vous voulez. Ben, merci beaucoup pour cette présentation. Je me tourne vers vous, Mathieu Labouze. Vous avez donc travaillé sur l'évaluation. Est-ce que vous pourriez dresser Est-ce qu'elle est très développée dans le contexte public? Est-ce qu'il y a des leviers plus spécifiques qui sont développés dans les organisations publiques ou qui vous semblent pertinents en tout cas pour la déployer? Et Thierry Ardouin parlait tout à l'heure de la difficulté de mesurer à moyen long terme les impacts d'une formation. Est-ce que vous avez des exemples de moyens, voilà, pour mesurer cet impact, ce retour sur investissement, même si le terme prêtait à débat? Très bien. Oui, ça fonctionne, ouais. Écoutez, merci beaucoup aussi pour l'invitation. Peut-être, quand on parle d'évaluation dans le contexte ou dans la sphère publique, dire qu'en fait, on peut parler de 2 points de vue. Un point de vue un peu de l'État comme opérateur lui-même de formation, puisque finalement, voilà, c'est tout ce qui a été évoqué aujourd'hui. Voilà, dans chaque ministère, chaque collectivité, il y a des formations dispensées, notamment en termes de formation continue, mais aussi de formation initiale dans les écoles, les collèges, les lycées, les universités. Et après, on peut aussi parler de l'État comme financeur des formations, avec finalement énormément de formations qui sont financées, par exemple à destination des demandeurs d'emploi, de certains publics spécifiques. Et donc juste pour citer un petit peu quelques chiffres et bien montrer les enjeux, en gros la formation continue c'est à peu près 35 milliards d'euros d'argent public, l'apprentissage c'est 20 milliards, le budget d'éducation nationale c'est 65 milliards. Et donc finalement il y a comme aussi une vraie question là un peu d'efficacité de la dépense publique à mesurer la qualité de la formation et des formations professionnelles. Et finalement, voilà, ce qu'on voit en gros, voilà, c'est quasiment 100 milliards d'argent public qui sont dépensés. Et alors, à la fois dans une perspective de formation tout au long de la vie, qui devient de plus en plus important dans un contexte de plus en plus incertain, et aussi de formation initiale. L'autre élément de contexte qui renforce encore l'importance de la qualité, c'est le nombre d'organismes de formation, une certaine tendance à externaliser un petit peu la formation, auprès notamment d'organismes de formation privés, avec un contexte, la loi notamment de 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel qui a permis finalement de développer le nombre d'organismes de formation. On est passé en 6 ans de 60 000 à 95 000 organismes de formation. Et il y a une certaine tendance à la sous-traitance où en gros l'État confie une formation à un organisme de formation qui lui-même sous-traite à quelqu'un. Et c'est le cas de 35% des organismes de formation. Et donc finalement, dans ce panorama-là, et c'est là où se positionnait un peu notre rapport, c'est comment on arrive à mesurer la qualité d'une formation et d'une formation professionnelle. Et on voit vraiment là toute l'importance des enjeux. Et on sait, voilà. Et donc on a fait un premier travail d'essayer de savoir, voilà, quels critères de qualité, et puis ensuite, effectivement, concrètement, est-ce qu'ils sont ou pas mis en œuvre. Sur la mesure de la qualité de la formation, en fait, on peut distinguer ce que nous, on a appelé qualité interne et puis ce qu'on appelle qualité externe et qui renvoie à ce qu'évoquait un petit peu Thierry Ardouin. Sur la qualité interne, c'est vraiment la mise en place de processus qui permettent de garantir un certain retour sur investissement, pour le dire un petit peu simplement. C'est toute la démarche du référentiel Calliope, si certains d'entre vous connaissent, et ça permet finalement, on est un peu
ex ante à la formation, si vous voulez, et on s'assure que les organismes de formation aient mis des conditions qui permettent une qualité, sans être certain que la qualité soit au rendez-vous. C'est un peu toute la limite du dispositif. Pour citer quelques exemples, on peut regarder la qualité des formateurs, on peut regarder l'adéquation des moyens mis en œuvre aux objectifs, on peut regarder la prise en compte de publics différents ou différenciés. Et pour illustrer un peu ce que je disais, c'est par exemple, si on regarde ce dernier critère, un des critères du référentiel Calliope, c'est la présence d'un référent handicap. Donc on va des organismes de formation, on dit est-ce qu'il y a un référent handicap ? Donc on nous dit oui, mais à aucun moment on va réellement évaluer si ce référent handicap met des actions en faveur du public handicapé, la qualité de ces actions, etc. Et donc là, alors le gros avantage, c'est que c'est finalement des contrôles qui sont relativement faisables. Voilà, on parle un peu du débat utilité-faisabilité. Donc là, c'est des contrôles qui sont relativement faisables, faciles à mettre en œuvre, beaucoup sur pièce, c'est un contrôle de processus. Par contre, effectivement, il y a quand même toute une interrogation sur l'utilité de ces contrôles. Je cite simplement 2 chiffres. C'est 99,97% des organismes de formation qui font une demande Calliope qui l'obtiennent. Donc on voit quand même toute la difficulté. Alors, bon, ça concerne certes que 50% des organismes de formation. Et donc là, il y a toute une réflexion actuellement pour essayer d'élargir un peu l'ensemble de ces critères Calliope. Donc voilà, première approche, c'est la qualité interne. La seconde approche, c'est la qualité externe, c'est-à-dire finalement, globalement, nous, ce qu'on a appelé la qualité du service et la qualité de l'impact. Donc la qualité du service, ça renvoie un petit peu à ce qu'évoquait Thierry Ardouin sur l'évaluation pédagogique, l'évaluation par compétences, et finalement, quels services sont fournis aux usagers en termes de processus pédagogique, en termes d'acquisition des compétences, en termes d'acquisition de connaissances aussi. Et ça peut être mesuré par un ensemble d'indicateurs, les taux de réussite à l'examen, pour la satisfaction usagée, la réponse aux attentes. Et là, effectivement, il y a un ensemble d'enquêtes qui sont souvent mises en place. Et puis, il y a un autre aspect de la qualité externe qui sont effectivement les études d'impact. Et là, se posent un petit peu 2 questions. Donc la première, c'est celle de la faisabilité, mais j'y reviendrai peut-être plus tard. La seconde question, c'est même l'impact pour qui ? Puisque finalement, dans la formation professionnelle, on voit qu'il y a énormément de destinataires ou de bénéficiaires potentiels. Ça peut être les employeurs. Et dans ce cas-là, c'est l'impact, ça serait en termes d'insertion professionnelle, de taux d'emploi, voire de niveau de salaire. Ça peut être l'usager lui-même. Donc là, on sait effectivement sur des taux de satisfaction usagée, la compétence acquise. Et donc finalement, on voit que même sur l'étude d'impact, il y a quand même tout un débat sur quel indicateur, quel critère choisir pour vraiment mesurer cet impact. Et après, on s'aperçoit que finalement, dans l'ensemble des organismes de contrôle de cette qualité, alors je ne parle pas des contrôles un peu internes faits par les organismes de formation eux-mêmes, on a énormément d'opérateurs de contrôle, les opérateurs de compétences contrôle, les régions contrôlent les formations qu'elles financent, les certificateurs Calliope, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, tous les ministères contrôlent. Mais l'essentiel des contrôles repose sur un contrôle de qualité des processus et avec finalement très très peu de qualité ou de contrôle d'impact. Il y a 2 grands exemples. C'est dans l'Éducation nationale, l'enseignement supérieur, tout le contrôle pédagogique, c'est les inspections des enseignants, c'est les valeurs ajoutées par exemple des lycées, valeurs ajoutées des collèges, c'est la mesure des niveaux de compétences avec les évaluations nationales tout au long de 6e, 4e, etc. Donc dans l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, il y a des exemples de contrôle. Et sur tous les diplômes de formation professionnelle, il y a, mais j'y reviendrai peut-être un peu, une construction de bases de données qui se met en place avec notamment InserSup, InserJeune, qui essaye d'associer à chaque diplôme des taux d'insertion professionnelle, mais qui pose là des questions, puisqu'on est à échéance 6 mois, 12 mois, et donc en termes de mesures sur le long terme, on peut s'interroger. La deuxième question, c'est qu'on ne s'intéresse pas du tout à la qualité de l'emploi, à l'adéquation entre la formation qu'on a suivie et l'emploi. Un chiffre, si on regarde les formations industrielles dans lesquelles il y a énormément de besoins, on estime que seuls 50% des gens qui suivent des formations industrielles travaillent ensuite dans le secteur industriel. Et donc voilà, vous voyez que ça pose énormément de questions. Et puis la dernière, mais qui est un tout petit peu technique, c'est que toutes ces enquêtes se font sur la base des DSN, des déclarations sociales nominatives, et qu'il y a un ensemble
d'emplois ou de fonctions qui ne sont pas prises en compte, notamment les artisans, les commerçants, etc. Et donc on voit qu'il y a des tentatives finalement pour essayer de mesurer un petit peu des évaluations d'impact, mais exactement en raison des difficultés évoquées par Thierry Ardouin, ça se met en place de manière très très progressive. Merci beaucoup. Vous évoquiez le fait que l'évaluation de la formation pouvait être intéressante par plusieurs acteurs. Il y en a un qu'on a cité dans la table ronde précédente, que sont les managers. Valérie Navelou, comment se situent les managers dans l'évaluation de la formation au sein des ministères des Armées? Et je me permets de doubler cette question avec une autre, qui est un peu spécifique du coup au ministère des Armées, puisqu'il y a évidemment des personnels militaires, mais aussi des personnels civils. Comment sont pris en compte les spécificités de ces deux populations pour permettre l'intégration des savoirs dans les pratiques professionnelles? Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour pouvoir débattre d'un thème, la formation, qui est au cœur de nos politiques RH au ministère des Armées. Et oui, nous avons des spécificités fortes dans le domaine de la formation qui découlent directement des missions qui sont les nôtres. Sur un théâtre d'opération, en période de conflit, le passage de la formation à l'action pour un militaire, c'est pas une question théorique, c'est juste une question de vie ou de mort. Donc non seulement on a intérêt à l'avoir bien formé, mais à l'avoir très très bien entraîné à la mobilisation des connaissances acquises. Et cet impératif d'opérationnalité de la formation, il irrigue complètement la façon dont on pense la formation, la politique de formation, et dont on la met en œuvre au travers d'un certain nombre de leviers, au premier rang desquels, effectivement, le levier managérial. Les chefs, les managers sont des acteurs cruciaux de notre stratégie formation au sein de notre ministère. Et ils le sont sous deux angles. Premièrement, si on souhaite les voir jouer un rôle actif dans les processus de formation, il faut d'abord qu'eux-mêmes soient bien formés. Donc ça, c'est le préalable et c'est le premier axe. Et deuxième axe, on va s'attacher à leur faire jouer un rôle élargi avant les périodes de formation, pendant les périodes de formation, mais également après les périodes de formation. Et avant de détailler les actions que nous conduisons sur ces deux axes, je vais vous donner quelques éléments pour que vous puissiez mieux appréhender notre modèle RH, qui est un modèle assez atypique. Au ministère des Armées, on est près de 266 000 agents, 3/4 de militaires, 1/4 de civils. Donc on a quand même plus de civils chez nous que dans certains ministères. Donc voilà, donc un gros ministère essentiellement militaire, mais pas que. Et surtout, nous sommes le premier recruteur de l'État. Nous réalisons 28 000 recrutements par an. Ça veut dire que nous renouvelons plus de 10% de notre effectif tous les ans. Et du coup, vous imaginez les enjeux et les besoins que cela implique dans le domaine de la formation. Et puis, deuxième spécificité, à l'autre bout du spectre, quand les militaires quittent l'institution, nous les accompagnons par de la formation pour qu'ils puissent se reconvertir dans le secteur civil. Et là aussi, tous les ans, nous accompagnons par la formation 10 000 militaires en reconversion. Donc vous voyez que la formation pour nous, c'est vraiment un pilier de nos politiques RH et un enjeu opérationnel très fort auquel nous associons les managers, et c'est pas un hasard, c'est justement parce que ce besoin d'opérationnalité, il nous impose de ne pas travailler hors sol, mais d'être complètement plugué en permanence avec les contraintes et les besoins du terrain. Donc, ces managers, ces chefs, on va d'abord s'attacher à ce qu'eux-mêmes soient bien formés. C'est ce qu'on appelle former pour transformer. Pourquoi ? Parce que les managers, ce sont nos premiers acteurs qui vont porter les réformes. Et d'ailleurs, quel que soit le ministère, c'est eux qui vont porter les transformations. Et ce sont eux également qui vont être les garants de la performance de nos organisations. Donc la consolidation des fonctions de commandement
et de management constitue au ministère des Armées l'une des 3 priorités ministérielles de formation. Donc au plus haut niveau, c'est une priorité qui est conscientisée. Donc on lui octroie bien sûr des moyens et puis preuve en est qu'on a même un organisme de formation que certains d'entre vous connaissent sans doute puisqu'il accueille aussi un public interministériel qui est entièrement dédié aux formations managériales. C'est le Centre de formation de management à la Défense qui se situe à l'école militaire et qui va former nos cadres civils et militaires à certains moments cruciaux de leur parcours, mais qui va aussi leur apporter des clés d'appréhension de leur environnement de travail, y compris en interministériel. Je ne reviendrai pas sur ce qu'on a dit sur la table ronde précédente, mais on va aussi apporter ces éléments de compréhension sur, effectivement, on a parlé de sensibilisation à la transition écologique, nous avons été aussi précurseurs dans la formation de nos cadres à tout ce qui concerne l'intelligence artificielle et à la donnée. Depuis 3 ans, on acculture nos cadres au CFMD. Sur ces sujets-là. Et enfin, nous les formons à la RH. Parce que si on veut des managers qui soient en capacité d'avoir une vraie action dans un domaine RH quel qu'il soit, là on parle du processus de formation, encore faut-il qu'ils soient formés à nos processus RH. Donc nous, on a monté il y a 2 ans une académie des RH et on a un parcours dédié aux managers pour les appuyer dans leur action au quotidien sur l'accompagnement de leurs équipes dans le domaine de la formation. Donc toutes ces ressources, elles sont mobilisées pour que les managers puissent avoir un rôle crucial, qui est un rôle pivot en faveur de la formation et de la montée en compétences de leurs équipes, mais au plus près de chaque agent. Et j'insiste aussi, au plus près de chaque agent, parce que cela a peut-être été dit ce matin, on est aussi dans des enjeux d'ingénierie pédagogique, c'est vrai, de faire de la formation différemment, c'est vrai aussi, mais dans des enjeux forts d'individualisation des parcours en fonction de chaque personne, y compris sur des cohortes de militaires. Et ça, c'est bien le manager qui va pouvoir le faire. Alors comment on fait dans le domaine militaire, le chef, il a le devoir de former les femmes et les hommes dont il a la charge afin qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Sur un bateau à la mer, le commandant, il a la charge de veiller à ce que les compétences de l'équipage soient en permanence opérationnelles. C'est lui qui va organiser des exercices incendie ou des exercices d'hommes à la mer. Donc on implique de façon très très concrète nos chefs militaires et nos managers civils quand il s'agit de services. Un autre exemple tiré de la sphère militaire, dans les parcours professionnels des militaires, il y a des jalons formation, des formations que l'on rend obligatoires, soit pour passer au grade supérieur, soit pour tenir certains postes. Donc c'est vraiment une fonction très forte qu'on assigne à la formation dans la progression professionnelle. Et cette formation, on l'a fait pour partie en école, ou dans nos centres de formation, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais pour partie en unité, sur le terrain, sous la responsabilité du manager. Donc là aussi, l'ancrage de la formation sur les besoins opérationnels, il est très très fort. Et finalement, si je devais résumer le rôle des managers qu'on souhaite ou qu'on les incite à jouer dans le domaine de la formation de leurs équipes, il y a 3 grands moments que je vous ai présentés tout à l'heure. C'est le moment de l'anticipation et de la prescription des besoins, parce que qui mieux que le manager est à la croisée des chemins entre les besoins de l'organisation et les besoins des individus. Il y a le sujet de l'accompagnement, avec effectivement l'orientation vers telle ou telle formation, mais la réalisation de temps de formation dans son service, avec du mentorat, avec du tutorat. Et donc là aussi, il y a une implication forte de nos managers, qui est très très encouragée. Et enfin,
il y a le temps de l'après-formation. Donc, j'ai entendu parler d'évaluation à chaud et d'évaluation à froid. Le manager, pour nous, est un élément important de l'évaluation à froid, parce qu'il a aussi un regard à apporter sur l'évaluation à froid. Donc, on utilise ce regard du manager dans l'évaluation à froid pour pouvoir continuer dans un processus d'amélioration continue de nos formations. Et puis, il a un rôle très, très important aussi après la formation sur la valorisation des formations et des agents qui ont suivi ces formations-là. N'oublions pas, la formation, c'est un enjeu managérial, c'est un outil de progression de carrière, et donc en ce sens-là, c'est un gros atout pour les managers dans la fidélisation de leurs équipes. Donc voilà ce qu'on essaye de pousser. Donc en résumé, pour nous, la formation, vous l'avez compris, c'est un véritable pilier stratégique auquel on associe étroitement les managers, parce que c'est bien leur implication active au quotidien qui va permettre de créer, ou pas, un climat propice aux apprentissages et qui va permettre une montée en compétences de leurs équipes. Et la montée en compétences, c'est bien un moteur puissant de l'excellence et de l'adaptabilité des formations. C'est pour ça que la formation, ce n'est pas seulement une question d'ingénierie pédagogique et d'école, c'est aussi un levier à la main des managers. Merci beaucoup. Donc vous avez évoqué le rôle clé des managers. Thierry Ardouin, plus généralement, est-ce que pour vous, il y a une manière de positionner la formation au sein d'une organisation, au sein d'un écosystème d'action qui puisse permettre de créer les conditions pour que cette organisation, comme l'évoquait Valérie Navelot, évolue, se transforme de manière continue. Et puis, évidemment, comment on articule dans ce cadre-là les attentes des différents acteurs qui gravitent autour de la formation. Ouais, effectivement, pour reprendre un peu tous ces éléments, peut-être un peu en synthèse, mais pour aussi, comme les collègues précédemment, revenir sur la dernière intervention, sur l'aspect effectivement de cette opérationnalité. Et là, l'opérationnalité, elle est vitale, mais elle n'est pas individuelle. Et là, effectivement, il y a toute la part du collectif, de l'équipe, du groupe, selon la terminologie des armées, et la capacité aussi d'action des individus. Ça, c'est aussi, les armées ont fortement évolué, vous connaissez ça mieux que moi, mais sur laisser une certaine marge d'action, et des individus, et des équipes, et au sein d'un système. Alors, pour répondre plus globalement à la question, effectivement, de manière un peu systémique, on regarde à la fois de ce qui s'est dit aujourd'hui, puis une vision d'ensemble, c'est que dans un contexte donné, c'est un peu prescriptif, risque toujours. Il me paraît important de mettre en parallèle le PIF, PAF, POF et les 3C. Donc, dans un contexte donné, mettre en parallèle, faire travailler en synergie le PIF, PAF, POF. Alors le PIF, PAF, POF, c'est quelque chose que j'ai lu chez Jean-Pierre Boutinet, dans un article il y a déjà quelques années, qui a beaucoup travaillé sur le projet et l'anthropologie du projet de manière très très sérieuse. Et il se dégage, à un moment donné, il a fait un point de synthèse et de vulgarisation avec le PIF, PAF, POF. Et effectivement, c'est premièrement repérer et articuler le PIF, PAF, POF. Le PIF, c'est le projet individuel de formation. Et on retrouve complètement ce que vous disiez, le parcours professionnel, le parcours de l'individu, de ce qu'il a fait avant, de son intérêt, de son engagement, enfin tous les termes qui ont été vus ce matin, dans une logique de parcours professionnel. Vraiment poser et repérer le projet individuel de formation. Et c'est là où le formateur, ou l'équipe de formateurs, va réinvestir cela au démarrage d'une formation, ou par des évaluations formatives, ou par des mises en situation, ou par des retours d'expérience, etc., etc. Pour interroger, engager effectivement le PIF, projet individuel de formation. Ce PIF est à mettre en relation avec le PAF, le projet académique de formation, c'est-à-dire quel est le projet de l'institut, de l'école, du centre de formation. Et le projet académique de formation, c'est de développer des connaissances, c'est d'avoir un niveau d'exigence pédagogique et de reconnaissance, et voire de certification. Et donc, ce
PAF, projet académique de formation, en lien avec les référentiels, métiers, compétences, certifications. Qu'est-ce qui est mis en œuvre? On le retrouve avec ce que vous disiez, effectivement, la mise en œuvre du processus Calliope, par exemple. On est dans cette logique-là. Et est-ce qu'on a, entre guillemets, choisi le bon organisme, avec les bons formateurs, avec les bonnes méthodologies au regard du public? Et du troisième élément, le POF, le projet organisationnel de formation, le projet de formation de l'organisation. Mais ça c'est mieux de pif paf pof que de pif paf pouf, c'est moins percutant. Donc le projet organisationnel de formation, c'est effectivement quel est le projet de l'organisation et en quoi elle met en œuvre des modalités et dispositifs du type, effectivement, intégrer la formation comme un acte de management, mais un acte de carrière, un acte du métier. J'avais vu ça pour avoir travaillé à un moment donné, une enquête avec la grande distribution où effectivement les managers de la grande distribution avaient obligatoirement des fonctions de formation, d'accompagnement sous différentes formes dans leur carrière. Il n'y avait pas d'évolution de carrière s'il n'y avait pas cette part formation. Ça faisait complètement partie du système de management. Donc c'est articuler le pif-paf-paf, interroger ces différents moments et que chacun puisse avoir effectivement un rôle là-dedans. Les dimensions organisationnelles avec des dimensions des grandes orientations, des décisions, des dimensions politiques, et en quoi ça interroge effectivement sa faisabilité avec les publics, et comment la dimension académique, le centre de formation, récupère ces éléments-là et traduit ces éléments-là. Et ces éléments-là sont à mettre en articulation avec les 3 C. Ça a été dit aussi pas mal dans la journée, entre les attentes en termes de connaissances, de compétences et de culture professionnelle. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait sens? Et la formation, qu'est-ce qu'elle vise? Est-ce qu'elle vise le développement de connaissances? Ça peut être un petit point de rappel de ces ensemble d'éléments, comme tout de suite sur l'évaluation ou sur les éléments de mise en œuvre de modalités de formation. Ça, c'est un apport ou une mise en œuvre de connaissances. La compétence, on l'a vu, c'est la mise en œuvre en situation, et donc c'est jamais que prédictif au regard des capacités développées en formation, et donc ça doit être mis en situation. Et la culture professionnelle, le sens, ça interroge effectivement des actions de sensibilisation, de prévention, de promotion de telle ou telle thématique, et ça nécessite effectivement un recyclage, dans le bon sens du terme, et une transposition dans toute l'organisation. Donc c'est mettre en articulation ce pif-paf-pof et ces 3 C, connaissances, compétences, culture professionnelle. Pour cela, fort heureusement, on est équipé, et notamment dans le développement, on appelle plus généralement l'ingénierie, effectivement l'ingénierie de formation. J'ai pu traduire par l'ingénierie, c'est en fait l'art et la science de la reliance. Et l'art et la science de la reliance, que tout notre travail, c'est effectivement c'est de repérer les tensions, les pressions, les contradictions, les contraintes. Je peux aussi traduire les contraintes et les contraires. Parce qu'effectivement, entre une dimension politique ou à long terme, mais parfois politicienne à court terme, là on est dans des contraires par rapport à la dimension longue des apprentissages, ou la dimension intermédiaire, ou le temps intermédiaire, de mise en situation. Et donc c'est tout ce travail, effectivement, d'ingénierie de formation, je disais, mettre en cohérence ou en travail, en synergie, le pif-paf-pof avec les 3 C, en développant une démarche appelée ACRE, où on retrouve les éléments qui ont été développés pendant la journée, analyser, concevoir, réaliser, évaluer. Et tous ces éléments-là ont été dit, effectivement, faire un état des lieux, c'était dit précédemment, faire un état des lieux, se questionner, faire des tests, des éléments pilotes, concevoir, mettre en œuvre, avoir une réflexivité sur la mise en œuvre et évaluer tout au long. Et donc, du coup, on a ces 4 étapes dans chacune des étapes, un peu quand on tourne dans les marches qualité, mais aussi des marches qualité, des marches projet, mais on peut complètement réinvestir dans la formation. Et ce faisant, effectivement, en quoi cela peut faire évoluer les organisations, c'est effectivement la formation et l'évaluation à tous les étages. Et là, on retrouve effectivement la formation au niveau individuel, au niveau des équipes, au niveau des managers, au niveau du système de travail, au niveau RH et au niveau plus global. Alors, j'entends bien que c'est très générique, c'est à la fois très systémique, et en même temps, poser le système d'acteurs, repérer où la fonction formation se situe dans chacun de ces acteurs, c'est déjà avoir quelques éléments de réponse ou au moins de questionnement. Et là, on retrouve, disaient les collègues tout à l'heure, cette logique de problématisation.
C'est-à-dire de repérer non pas là où il y a problème, mais ce qui va nous servir à poser les bonnes questions. Merci beaucoup. On a beaucoup du coup parlé de comment favoriser le passage à l'action de la formation dans les organisations. Et assez étonnamment, au cours de toutes les tables rondes, on n'a pas beaucoup parlé de l'organisation apprenante, même si en filigrane, on le voyait bien apparaître dans votre propos. Je crois que c'est une notion qui est assez centrale, justement, au sein du ministère des Armées, des premières discussions que nous avions eues pour préparer cette table ronde. Est-ce que vous pourriez nous dire concrètement comment ça se traduit au sein du ministère des Armées? Et puis, dans ce cadre-là, d'une organisation apprenante, quel est le rôle de votre service RH pour organiser, pour piloter, pour discuter du rôle de la formation, y compris peut-être en fonction de formations qui ne sont pas forcément maison, mais qui peuvent être aussi parfois imposées, entre guillemets, au niveau interministériel, par exemple. Alors pour faire du ministère des Armées une organisation apprenante, ce à quoi nous nous attachons très, très fortement et avec beaucoup d'enthousiasme, on s'appuie d'abord sur un appareil de formation d'ampleur, qui est le deuxième de l'État après celui de l'Éducation nationale. Et puis on s'appuie surtout sur la mise en place d'une culture d'apprentissage en continu pour les agents que nous développons depuis quelques années. Et enfin, vous l'avez dit, sur une organisation de la formation qui permet de piloter tout ce système que mes collègues ont évoqué. Donc d'abord, un appareil de formation d'ampleur. Au sein du ministère des Armées, nous avons une centaine d'écoles de formation. Alors ça peut paraître un peu riche et un peu pléthorique, mais nous avons énormément de métiers différents, de l'expert nucléaire au médecin militaire, en passant par le pilote de Rafale ou le cybercombattant, qui sont des compétences très spécifiques à chaque fois et qui nécessitent donc une formation adaptée. Toutes ces écoles, elles délivrent, tout confondu, 6 millions de journées de formation par an. Donc c'est un gros investissement que nous consacrons à la formation. Et je parle là de formation initiale, de formation continue ou de cursus, et puis de la formation de reconversion que j'ai évoquée tout à l'heure. Et ces écoles, elles forment annuellement 100 000 militaires et 50 000 civils par an. Donc là aussi, ce sont des chiffres pour vous donner un petit peu le paysage d'où je parle. On a fait le choix au ministère des Armées d'internaliser très majoritairement la compétence de formation. Donc on travaille avec des instructeurs en école, on travaille avec des ingénieurs pédagogiques et je rejoins tout à fait ce qui a été dit au travers d'une question. Le métier d'ingénierie pédagogique, il a beaucoup changé ces dernières années. C'est pas du tout la même chose d'être un ingénieur pédagogique pour une formation en présentiel qu'avec tous les nouveaux modes de formation que nous organisons. Donc nous avons dû nous adapter, recruter d'autres profils. Il y a un vrai changement des métiers de la formation que nous prenons en compte complètement pour notre part. Et ce fait d'avoir internalisé la formation, et on s'appuie aussi, je crois que le terme a été également dit par ma collègue, par des formateurs internes occasionnels qui sont des experts dans leur domaine. Je veux parler par exemple de la pyrotechnie ou du maintien en condition, de la maintenance aéronautique. Et tout ça nous rend assez autonomes et souverains pour pouvoir adapter, y compris dans des délais très très rapides, nos formations lorsque de nouveaux besoins apparaissent ou lorsque de nouveaux métiers apparaissent. Pilote de drone, des cyberattaques. Voilà, on est capable de pouvoir être autonome en la matière. Et après, évidemment, à partir de notre grand appareil de formation, on va aussi travailler avec des partenariats, éducation nationale, certaines universités, certaines écoles, en fonction de nos besoins. Sur les dernières années, là, nous, on ouvre beaucoup de bacs professionnels et de BTS en partenariat dans les domaines du nucléaire, du numérique et de la maintenance aéronautique qui sont nos nouveaux théâtres de conflictualité.
Donc on va chercher de la ressource très jeune, bac professionnel et BTS, pour pouvoir couvrir nos besoins, ce que nous ne faisions pas il y a quelques années, pour illustrer le fait qu'on s'adapte assez vite en fonction de nos besoins. Au-delà de cet appareil de formation qui va délivrer en fonction des besoins de l'organisation, on s'attache à la mise en place d'un continuum d'apprentissage pour les agents. Et ça, on le fait au travers de 3 grands axes. D'abord, et peut-être avant de développer les axes, dire que pour nous, la formation pour la formation ou une formation, ça n'a aucun sens RH. Nous, la formation, elle est intégrée dans un parcours de formation en appui d'un parcours professionnel ou bien d'un besoin métier. Donc voilà, ceci étant dit, cela va sans dire, pour reprendre les propos d'une collègue de la précédente table ronde, mais voilà, c'est notre façon de faire. Mais nous devons tout de même rendre les personnels acteurs de leur parcours professionnel. Il faut leur donner envie aussi d'aller chercher de la formation qui va leur permettre de progresser sur des sujets qui les intéressent, dont ils ont besoin, ou sur des thématiques sur lesquelles ils souhaitent orienter leur future carrière. Et pour ça, on fait 3 choses. On développe des outils qui incitent à l'auto-formation. On développe des façons d'apprendre informelles. Et on travaille aussi sur l'organisation du travail pour inciter à laisser des temps de formation aux agents. Alors, la question des outils. Tout le monde n'a pas le même agenda. Tout le monde n'a pas la même préférence pour des modalités de formation. Donc nous, on investit dans une pluralité de modalités de formation. On garde le présentiel, bien sûr, hein, c'est notre appareil de formation, j'en ai parlé, mais on a développé des plateformes de formation. Vous savez qu'on a été précurseur dans le domaine du numérique avec notre Académie du numérique qui a été créée en 2020 et qui propose beaucoup de grains de formation qui sont d'ailleurs disponibles pour tout le monde hein, sur Mentor. Mais nous avons aussi des labs de formation digitale où on va faire du podcast, du vidéocast, où on va développer des jeux sérieux, on va développer des challenges, parce que chaque agent, on va essayer de lui proposer une pluralité de façons de faire de la formation pour s'adapter aux besoins de tous organisation et de tous individuellement. Donc on mêle le collectif et l'individu. Deuxièmement, l'autre enjeu qui est devant nous dans la formation, c'est de transformer les connaissances en capital durable. Comment faire ? Donc ce qu'on fait, c'est que les apprenants, quand ils suivent un stage, qu'il soit distanciel ou présentiel, et bien souvent aujourd'hui on fait des modalités hybrides, on va lui proposer d'intégrer une communauté apprenante métier. On a commencé ça en 2020 sur un métier qui était chef de projet numérique où personne ne voulait aller et où on a monté des parcours de formation attractifs pour attirer des personnes qui n'étaient pas d'ailleurs du tout du numérique au départ vers ces métiers-là. Et on a commencé comme ça à monter cette communauté de chefs de projet numérique qui compte aujourd'hui 600 membres et qui est très active. Et du coup, chaque nouvel arrivant dans la communauté, il est un peu drivé par ses pairs. On travaille sur de l'informel, on travaille sur de l'entraide. Et bien sûr, ça a une répercussion pour les services RH, puisque nous, du coup, on a de nouveaux métiers. On a des managers de communautés qui régulent ces communautés et puis qui les rendent actives, parce qu'il faut animer tout cela, bien sûr. Donc ça, on fait beaucoup ce travail-là de formation par les pairs et de formation informelle. Et ça marche bien. Il y a des tas de gens qui sont ravis de réaliser le petit tutoriel qui va régler les problèmes d'une communauté particulière et de partager les astuces. Et ça marche en particulier bien pour la nouvelle génération, mais pas que. Et puis, troisième item qu'on utilise aussi, c'est le temps de travail. Il faut
que les managers, c'est pas prescriptif, on essaie de faire en sorte que les managers, soient ouverts à laisser du temps de formation à leur agent, pour pas que ce soit le samedi, dimanche ou le soir, mais qu'il y ait bien des temps de formation ou d'auto-formation dédiés dans la semaine. Par exemple, dans la direction à laquelle j'appartiens, la DRH du ministère des Armées, notre directeur, il a donné comme consigne 1 heure de formation en auto-formation par semaine à tous ses chefs de service. Voilà. Alors certaines autres directions, c'est plutôt 2 heures tous les 15 jours, mais peu importe. En tout cas, c'est quelque chose qui est conscientisé et qui passe par les CODIR pour que du temps de formation soit laissé aux agents. C'est extrêmement important et ça peut se concrétiser de façon en rendant certains points obligatoires. Nous, à la DRHMD, sur 2 ans, l'ensemble de nos agents vont être formés au niveau 3 PIX, donc une compétence numérique, pour être certain, par la validation, que tout le monde sache bien se servir d'outils numériques qui sont aujourd'hui indispensables à tous les métiers, quels qu'ils soient. Donc on va s'assurer aussi que cette formation, elle est effective. Alors là, je parle d'une certification PIX, mais on a aussi beaucoup de brevets ou d'autres façons de certifier la formation. Donc voilà, donc en résumé, on est vraiment on essaye d'être une entreprise apprenante et c'est pas simple, parce que vous avez vu, il faut une volonté politique, il faut des outils et il faut aussi donner envie à tout un chacun de venir se former. Mais néanmoins, je peux vous dire, puisque je suis en charge des politiques RH au sein de mon ministère, que c'est un levier et un moteur extraordinaire de fidélisation des personnels et que pour nous, pour notre organisation, c'est un marquant extrêmement différenciant par rapport à d'autres organisations. Et donc, il n'est pas à négliger à ce titre. Merci beaucoup. Dorothée Cavigno-Brosse, une dernière question pour Monsieur Labouze. Vous nous avez beaucoup exposé donc l'expérience apprenant dans votre première réponse. Est-ce qu'il y a d'autres axes, d'autres orientations en matière de recherche et développement que vous développez justement pour favoriser ce passage à l'action ? Alors oui, avant de répondre à votre question, je vais également partager des pratiques à l'IFCAM qui résonnent avec ce que vous venez de dire, notamment sur l'axe managérial pour accompagner à la mise en œuvre de l'action. Donc nous, on a des projets stratégiques qui doivent être développés, déclinés, je veux dire, et qui sont mis en œuvre avec des politiques d'accompagnement et de formation. Et dans un de nos axes qui est l'accompagnement humain, où on cherche en fait à faire en sorte que les collaborateurs, on le disait tout à l'heure dans la table ronde, puissent prendre des initiatives, soient mis en autonomie pour agir. Donc ça nous a fait déployer un dispositif d'accompagnement auprès des managers. Et en fait, on a pris conscience que pour la prise d'initiative, d'actionner que le levier managérial, ce serait insuffisant. Et donc, on a développé un dispositif d'accompagnement qui embarque les équipes et le manager en même temps. C'est-à-dire que le fait d'avoir le manager et les équipes, on va pouvoir travailler sur la logique de feedback, la mise en autonomie, la prise d'initiative, en accord finalement avec les règles du métier et le cadre dans lequel on s'insère. Donc voilà, je voulais partager ça. Alors, ce que vous venez de dire aussi fait beaucoup écho sur les leviers, donc au-delà d'expérience apprenant. On travaille aussi, nous, beaucoup l'informel, l'apprentissage informel. Et bon, donc en tant que structure de recherche, donc on essaie de déployer des dispositifs de sensibilisation, d'accompagnement autour de la question de apprendre à apprendre. Et donc, ce qu'on a mis en œuvre il y a quelques années déjà. Et en même temps, on essaie d'innover. Donc, on se met quand même pas mal d'enjeux en même temps. Et donc, on a mis en œuvre une innovation qui est des expositions qui sont destinées à apprendre. Donc, une exposition organisée comme une exposition artistique ou même dans l'École des Arts et Métiers qui fait des expositions pour montrer aussi les métiers. Donc, cette exposition, elle avait vocation finalement à sensibiliser nos apprenants, quels qu'ils soient,
sur qu'est-ce que c'est que apprendre à apprendre. Et alors, Aurélie, j'espère que tu ne me contrediras pas, mais ce que montrent les neurosciences, c'est que plus on est informé, plus on sait comment on apprend et comment notre cerveau fonctionne, mieux on saura le faire fonctionner. Et donc, voilà, un des leviers, c'était de sensibiliser, de diffuser au plus grand nombre, finalement, comment on apprend, les logiques de mémorisation, d'attention, de droit à l'erreur, d'évaluation. Et non seulement on a pour ambition donc, de partager ça à l'ensemble des collaborateurs, mais aussi de toucher la société civile. Et donc notre exposition, elle est accessible à tout le monde sur notre site, sur un de nos sites internet. Et on essaie de la diffuser aussi à travers des événements, notamment le Festival de l'Apprendre. Donc là, je vais faire le lien avec le Cercle APE. Et donc tous les ans, l'IFCAM est partenaire de ce Festival de l'Apprendre. Donc c'est autour du mois de janvier, autour de la Journée internationale de l'éducation. Et donc l'idée, c'est, comme la fête de la musique, de fêter ensemble qu'est-ce que c'est qu'apprendre et de partager nos ressources, nous, en tant qu'IFCAM, auprès de la communauté des formateurs, des apprenants. Et donc cette exposition cerveau. Alors aujourd'hui, par rapport à ces expositions, on a pris conscience que le cerveau, c'était bien, mais on était dans une espèce de neuromania qui était quand même un petit peu questionnante. Et neuromania accentuée en plus avec, donc là je fais référence à l'ouvrage d'Albert Mukaber, et notamment avec tout le développement des intelligences artificielles, où on a l'impression que finalement notre cerveau il est tout seul là dans son coin en train de nous faire apprendre. Et donc là on travaille sur le corps, donc c'est notre projet de nouvelle exposition qu'on espère apprenante. Et l'idée, c'est de remettre le cerveau dans un corps et de travailler sur, finalement, qu'est-ce que c'est qu'apprendre et en quoi ça mobilise aussi des capacités sensorielles, psychomotrices. Et on va aussi tirer le fil de tout ce qui est soft skills, dont on a un petit peu parlé avec les compétences transversales. Donc voilà comment on fait aussi autrement pour permettre le passage à l'action en donnant des clés à qui veut pour mieux se connaître et mieux apprendre. On a parlé aussi dans la précédente table ronde de l'importance de la transdisciplinarité et de la pluridisciplinarité. Alors nous, on en est particulièrement convaincus en sciences de l'éducation, puisqu'on assemble des disciplines, on croise des disciplines. Et donc, à l'IFCAM, on s'est également doté d'un comité scientifique pluridisciplinaire, où en fait, on rassemble donc des chercheurs dans différents domaines, psychologie cognitive, sciences de l'éducation et de la formation, sciences de gestion, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a peut-être intérêt à croiser les sciences de la formation et les sciences de gestion, si on veut atteindre cette fameuse idéal de performance. Et donc, ce comité partage à la fois donc, ses travaux de recherche et puis réfléchit finalement à comment aussi mutualiser des éléments pour avancer dans nos recherches. Peut-être pour finir, pour aussi faire le lien avec ce qui a été dit précédemment, dans nos axes de recherche, donc il y a l'expérience apprenant. Alors moi, je suis spécialisée aussi dans l'ingénierie pédagogique, donc voilà, ça fait partie des domaines que je travaille, notamment en lien avec le numérique. Donc là, on expérimente beaucoup sur les intelligences artificielles génératives, avec des expérimentations et des enquêtes qui accompagnent. Et puis, donc ce matin, on a parlé des capacités. Alors moi aussi, alors je ne sais pas s'il est encore là l'intervenant, mais j'ai beaucoup travaillé à partir des travaux d'Amartya Sen. Je les ai mobilisés dans ma thèse. Et donc, je conduis également des travaux de recherche en mobilisant ce cadre-là, qui est également un cadre évaluatif. Donc, je vous invite à aller creuser aussi l'approche par les capacités, qui peut nous donner un autre regard sur la manière d'approcher, la manière dont les personnes se saisissent de la formation. Voilà. Merci beaucoup. Et une dernière question conclusive pour Mathieu Labouze. On a beaucoup évoqué tout au long de cette journée, notamment le rôle des outils. Alors à la fois pour former, mais aussi les outils de déploiement, d'outils de collecte et d'analyse des données d'évaluation. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, à travers le rapport que vous avez publié, vous envoyez beaucoup des outils de cette nature, et est-ce que vous pouvez en dire un peu plus là-dessus ? Très bien. Bon, l'avantage de conclure une journée riche, c'est qu'il y a énormément de choses qui ont été dites, donc je ne vais pas être très très long, mais effectivement, je pense qu'on l'a vu, hein, l'enjeu c'est d'évaluer la qualité, ce qu'on a appelé externe, vraiment des formations, et donc ça demande de se doter d'un ensemble d'outils. C'était un peu d'ailleurs l'objet de la première intervention. Et
à la fois des outils au niveau des organismes de formation et peut-être des outils au niveau plus macroéconomique. Et au niveau des organismes de formation, donc c'est évidemment réfléchir en amont, mais ça a été dit à la table ronde précédente sur quels sont vraiment les objectifs de la formation, qu'est-ce qu'on cherche à évaluer, comment et quel indicateur finalement de mesure de l'efficacité. Et là, on a observé un ensemble un peu d'initiatives, d'enquêtes usagées, de mesures des acquis, et on attire l'attention sur 2 biais potentiels. Le premier, c'est qu'il y a certains indicateurs un peu bruts qui peuvent être facilement biaisés. Par exemple, la satisfaction usagée. On a interviewé un organisme de formation dans les Hauts-de-France qui avait eu une augmentation de son taux de satisfaction usagée de 30 points en l'espace de 2 mois. On demande qu'est-ce qui a changé. Ils avaient acheté une machine à café. Voilà. Donc, vous voyez que finalement, voilà. Donc, il y a ce premier biais. Le second, c'est peut-être qu'il y ait une corrélation relativement forte entre l'indicateur qu'on choisit et la qualité de la formation. Et ça, donc là, je reprends un tout petit peu ma casquette éducation nationale, mais si par exemple on se contente de mesurer l'évaluation d'un collège par les taux ou d'un lycée par le taux de réussite au brevet ou au bac, on va tout de suite dire mais ça dépend du public qu'on accueille, des catégories socio-professionnelles à l'entrée, etc. Et donc c'est pour ça qu'il y a sans doute tout un travail de construction statistique d'un indicateur un peu signifiant. Et puis le second point, mais ça dépasse l'organisme de formation. On a beaucoup évoqué la logique de parcours, la question de la temporalité. Et une des difficultés, c'est que finalement, les apprenants ou les formés restent pas forcément toujours au même endroit, qu'on peut relativement vite les perdre. Et la question, c'est comment on peut arriver à mesurer la qualité de la formation sur le parcours. Et là, il y a tout un travail de réflexion d'une base de données, beaucoup à partir des déclarations sociales nominatives, parce que c'est un identifiant qui suit l'individu, le numéro de sécu globalement, qui suit l'individu et qui permettrait de mesurer le parcours et en fonction des formations. Donc voilà, c'est une plateforme qui s'appelle Agora, qui est en cours d'élaboration, mais qui pose 2 difficultés d'ordre juridique. La première, c'est lié évidemment à la protection des données personnelles, le RGPD. La seconde, qui est liée au secret des affaires, puisque finalement, le marché de la formation, c'est un marché concurrentiel. Et donc, il y a un ensemble de données qui nous paraîtraient utiles, des données sur le coût, le nombre de bénéficiaires par organisme de formation, etc., mais qui peuvent être des données relativement stratégiques pour les organismes de formation en concurrence. Et donc là, on voit que voilà, l'accès à ces données demande de s'interroger un peu au secret des affaires. Mais on voit que c'est malgré tout une tendance relativement forte et puis un axe de travail important d'arriver à se doter d'un service ou d'un outil de collecte de données au-delà de ce que peuvent faire les simples organismes de formation dans cette optique logique de parcours. Merci beaucoup. Nous avons encore un petit quart d'heure ou 10 minutes. On fait signe 10 minutes pour prendre quelques questions. Juste avant, on va afficher les résultats donc, du Book Lab, vos 2 questions. Majoritairement, c'est des mises en situation qui sont majoritaires, mais c'est plutôt équilibré entre plusieurs réponses, un cadre organisationnel adapté. C'est peut-être aussi le fruit des débats d'aujourd'hui qui fait ressortir cet aspect-là et une organisation donnant des marges de manœuvre individuelles aussi. Donc on voit que les intervenants ont peut-être influencé un petit peu le public. Voilà. Et puis sur la deuxième question, les résultats, et ben voilà, indispensable. Bon, ça justifie la tenue de cette journée, c'est parfait.